Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Julien Rochdy. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous êtes auteur notamment de La Guerre des droites et puis de ce livre sur Homme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme. Et puis vous avez une chaîne YouTube qui cartonne, on invite évidemment nos éditeurs à la consulter, Julien Rochdy. Et puis aussi à vous abonner à votre chaîne. Et puis si vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne de Ligne Droite en même temps, c'est parfait. Puis nous sommes avec François Bousquet, que vous connaissez, chers auditeurs. Bonjour François Bousquet. Bonjour à vous deux. Et vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, et vous avez lu ce livre sur Homme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme, moi aussi, un livre bien politiquement incorrect qui devrait plaire à nos auditeurs. Alors qu'en avez-vous pensé, François ? Oui, le plus grand bien. Vous publiez sur Homme et sous-homme aux éditions Héthéry. C'est un livre explosif qui se dégoupille comme une grenade. Poum ! Julien Rochdy dynamite la bien-pensance en s'emparant d'un sujet tabou, la question de l'égalité, son corollaire, celle de l'inégalité. Un sujet brûlant, donc, que le processus d'égalisation des conditions propres à la modernité politique, la religion des droits de l'homme, le politiquement correct, le wokisme désormais, ont rendu inaudible. D'accord ou pas avec lui, c'est un grand livre. Ceux qui se donneront la peine de le lire s'en assureront. Avec Nietzsche l'actuel, Julien Rochdy avait écrit un livre sur Nietzsche. Avec Surhomme et Sous-homme, il a écrit un livre nietzschéen, tant sur le fond que sur la forme. La forme, ce sont les intertitres en tête de chapitre, le recours aux italiques, les tirets quadratins, enfin, surtout la forme aphoristique. Nietzsche philosophait à coups de marteau pour abattre les fausses idoles de son temps, Rochdy aussi. Il philosophe à coups de marteau et même de marteau-piqueur, c'est-à-dire qu'il pique le lecteur, qu'il le stimule, qu'il le met face à ses responsabilités. Surhomme et Sous-homme raconte une histoire à la nôtre, nous Européens. C'est notre épopée, mais il ne faudrait pas que cette épopée devienne notre tragédie. L'Europe a été la civilisation par excellence prométhéenne, scientifiquement, culturellement, politiquement, non sans déchaîner le retour des titans, ces forces incontrôlées qui sèment le chaos. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Ou bien elle poursuit sa quête de toute puissance, de démesure, de gigantisme jusqu'à l'effondrement, ou bien elle devient pareille à Orphée poète, à Prométhée jardinier, à Atlas soutenant la terre. C'est là une ligne de crête difficile à tenir entre la nature et la culture, entre la technoscience et les écoles de sagesse, entre la civilisation et ses pathologies, entre la technophilie et la technophobie, entre Elon Musk et Theodore Kaczynski alias Ouda Bomber. Si nous ne trichons pas, cette ligne de fracture nous traverse tous. Alors, ouvrons le débat en mettant vraiment les pieds dans le plat et feuilletons avec Julien Rochdy ce qu'il appelle le grand livre de la biocivilisation. Alors, cher Julien Rochdy, avant d'en venir à ce concept de biocivilisation qui est au cœur de votre livre, pourquoi ce titre, Sur Homme et Sous-homme, vous mettez les pieds dans le plat, moi je pense que c'est même le titre du titre le plus provoque de l'année. Oui, c'est sûr. Après, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Aujourd'hui, on doit faire un peu d'outrance, on doit être un petit peu provocateur si on veut amener certaines idées. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, pour des gens comme moi qui ne passent pas dans les médias mainstream, qui n'ont pas leurs entrées un peu partout. On est obligé d'un petit peu piquer le lecteur, piquer l'attention piquer la curiosité des gens si on veut amener des idées plus importantes et plus fondamentales. Alors après, c'est vrai que le titre Sur Homme et Sous-homme implique également une vision du monde, c'est-à-dire que la civilisation telle qu'elle est, ce livre est surtout lié à ça, et c'est surtout le grand sujet du livre, la civilisation telle qu'elle est, la méga-machine, la façon dont nous avons construit aujourd'hui la civilisation thermo-industrielle, produit en masse et en quantité précisément industrielle des individus qui tendent plus largement vers des figures de sous-hommes. Et ces sous-hommes-là, nous le sommes tous, plus ou moins. Donc, le problème, c'est que si la civilisation n'est constituée que de ce type d'individu, Homo babellus, le sous-homme, l'individu inférieur, puisque je commence par là dans le livre, par rappeler ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, si nous tendons tous vers cela, si à la fin, le biocapital humain est dégradé à ce point que la civilisation n'est plus capable d'être soutenue, d'être maintenue, et la Terre avec elle, eh bien, tout cela courra droit à la catastrophe qui est devant nous. Donc, ce livre est un avertissement également. Oui. Alors, vous parlez également d'âge de la grande sensiblerie pour définir notre époque. Oui, tout à fait. En fait, quand on commence par, comme je le fais, par indiquer ce qui demeure inférieur et ce qui demeure supérieur dans l'humanité, parce que c'est quelque chose qu'on a totalement oublié actuellement, puisque désormais on considère dans un grand relativisme généralisé que toutes les choses se valent ou à peu près.
et qu'il n'y a qu'une seule chose qui est supérieure aux autres, c'est l'amour absolu des autres et la tolérance infinie, qui est en plus totalement hypocrite comme on le sait. Eh bien, lorsqu'on commence par rappeler ça, il faut d'abord faire un avertissement au lecteur, à savoir qu'il est sans doute sujet et malade d'une pathologie qui s'appelle en Occident la grande sensiblerie. C'est un concept que je développe qui est le fait de tout résumer à la sensibilité aujourd'hui. Et pire que ça, même à la sensiblerie, parce qu'à la limite, si c'était des sensibilités d'artistes, ce serait sans aucun problème. Le souci aujourd'hui, c'est que nous avons réduit l'être humain à sa sensibilité pure, à sa sensiblerie, à ce qui l'émeut, à ce qui lui fait du mal. Et lorsque je parle de ça, je ne parle pas seulement de phénomènes que l'on peut constater dans la société inférieure, dans les médias, chez les gauchistes qui veulent des safe space. J'utilise comme argument carrément Noam Harari dans son livre Homo Deus, qui dit que la seule échelle des valeurs qui peut être tirée aujourd'hui doit être tirée de la sensibilité, c'est-à-dire de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait du mal. Donc même les plus grands penseurs les penseurs les plus influents en tout cas du monde actuel résument désormais l'être humain à cela, à sa sensibilité. Donc nous devons nous débarrasser à tout prix de cette sensiblerie si l'on veut d'abord, regarder les choses en face telles qu'elles sont, si on veut ensuite sauver ce qui peut l'être et rediriger notre civilisation vers d'abord son salut et puis surtout vers quelque chose qui pourrait ressembler encore à de l'optimum et à du meilleur, parce que je crois encore, en grand optimiste que je suis malgré tout, que nous pouvons aller vers une société meilleure. Société meilleure, c'est quelque chose qui sonne totalement bizarrement aujourd'hui dans nos oreilles, tant nous sommes habitués à un pessimisme et tant nous sommes à peu près sûrs que nous allons droit vers la catastrophe. Il se peut effectivement que nous allions vers la catastrophe, mais il se peut aussi que nous puissions encore construire une société, non pas parfaite, car c'est impossible, nous le savons, mais en tout cas une société aux conditions d'existence bien meilleures. Nous pouvons le faire à travers l'idée de biocivilisation que je développe et à travers pas mal de choses qui sont dans le bouquin. Mais avant de vous dire peut-être, dernière question à ce concept central de surhomme et sous-homme, donc la biocivilisation, qui est une sorte de plan B, enfin de scénario alternatif qui s'offre à nous. Un des fils rouges de vos bouquins depuis 10 ans, c'est quand même l'analyse des conditions nihilistes contemporaines. Pourquoi l'homme est frappé par cette maladie de médiocrité, de ressentiment, d'effondrement, de rage contre l'excellence. Oui, c'est quelque chose qui me tourmente depuis que je suis assez jeune, et puis c'est une question nietzschéenne de toute manière. Donc ayant lu Nietzsche adolescent comme beaucoup d'entre vous, comme vous aussi, je crois, François, ce sont des questions qui demeure dans notre tête. Et effectivement, la question de savoir pourquoi l'Occident, pourquoi l'Europe, pourquoi la France, pourquoi nos sociétés refusent désormais l'excellence, sont tout nivelées, cherchent à niveler les choses, on participe en permanence d'une morale égalitaire, égalitariste. Enfin bon, bref. Pourquoi ce désir également de grand remplacement? Parce que s'il y a grand remplacement, c'est qu'il y a un désir inconscient ou manipulé, ou enfin que sais-je encore, mais il y a un désir de grand remplacement. On laisse faire manifestement ce grand remplacement. Pourquoi cet amour de l'autre? Pourquoi ce désamour de nous-mêmes? Pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces valeurs qui effectivement sont des valeurs profondément nihilistes selon moi? Eh bien, cette question me travaille, et j'ai voulu aller à l'origine pour moi de ce nihilisme, à savoir l'aliénation, c'est-à-dire le fait de vivre dans des conditions humaines, dans des sociétés qui se sont éloignées de notre biologie. Et en fait, c'est toute l'histoire que je raconte notamment dans le 4e chapitre, Aliénation et nihilisme. Je pense que l'origine même du nihilisme, c'est l'aliénation de nos biologies. Nous avons des biologies, nous avons des natures, et ces natures, lorsqu'elles sont mises dans des sociétés, dans des conditions d'existence qui sont fort éloignées de ce dont elles ont besoin, eh bien, le cerveau se met également à partir en live, si vous me permettez, à dégénérer, et donc à inventer des idées fumeuses qui finalement cherche le suicide, inconsciemment, involontairement peut-être, mais très clairement en réalité. Donc il y a Julien, pardon, François Bousquet. Vous voulez y aller, François Bousquet? Alors je pose la question sur les sous-hommes, parce que donc vous avez parlé des surhommes, et il y a aussi donc les sous-hommes donc qui veulent donc se suicider, mais il y a les surhommes qui veulent vivre, et pour ça il faut qu'ils soient imprégnés donc de cet idéal aristocratique. Alors quel est cet idéal aristocratique selon vous, Julien Rochdy?
Alors, l'idéal aristocratique, c'est avant tout une projection idéale. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous vous définissez en tant qu'homme? Un homme, c'est un héritage, et c'est aussi un idéal, c'est un endroit où il veut aller. Et je pense même, j'ai tout un développement sur la création de l'intelligence. Je me pose la question de savoir d'où vient justement cette intelligence humaine, et je pense que cette intelligence est intimement liée à la capacité à créer des abstractions, c'est-à-dire à imaginer le but du chemin. C'est en fait en imaginant le gibier, en imaginant la proie, en imaginant la femme, en imaginant à chaque fois un idéal que l'on a pu trouver notre chemin en ce bas monde. Et d'ailleurs, tout l'art pariétal démontre cela, en fait. Les hommes préhistoriques dessinaient des proies au mur. Donc, en fait, l'intelligence est née toujours en fantasmant, en idéalisant quelque chose de supérieur. Et d'ailleurs, je pense même que la création de la religion est en partie liée à ce système d'idéalisation. C'est-à-dire qu'à force d'avoir idéalisé le but, on a fini par idéaliser quelque chose de supérieur qui s'appelle Dieu. Et donc on a fini par le conceptualiser. Donc je fais tout un lien entre l'intelligence et la capacité à créer un idéal. Et donc en fait, nous cessons précisément d'être intelligents, nous cessons de vivre selon notre propre constitution idéale, lorsque nous cessons précisément d'avoir des idéaux, d'avoir des types supérieurs auxquels on veut ressembler. Donc un idéal aristocratique, c'est toujours d'avoir un but auquel on veut ressembler. Et aujourd'hui, le monde actuel, la société actuelle a établi un total lâcher-prise, c'est-à-dire que il n'établit plus rien de supérieur pour l'homme, il n'établit plus rien d'enviable, plus rien d'idéal, il n'y a plus d'idéaux à suivre. Nous nous laissons aller littéralement, tant à titre collectif qu'à titre individuel d'ailleurs. Nous ne savons pas vers quoi notre société doit aller. Bon, elle doit laisser faire la machine économique telle qu'elle est, et l'individu doit aussi se laisser faire et s'aimer tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a plus de but et de standards et de choses un peu supérieures vers lesquelles il doit aller. Donc c'est ça l'idéal aristocratique. Alors vous parlez de l'intelligence, on va en reparler, notamment de ce déclin de l'intelligence en Occident, une capacité à créer un idéal. Alors est-ce que cet idéal est en lien avec le réel ou pas? Mais vous dites l'homme est un animal encore indéterminé, en tout cas c'est ce que dit Nietzsche notamment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on nous a expliqué pendant des années que l'homme naissait naturellement bon, qu'il était corrompu par la culture, mais en fait finalement non, l'homme est un animal indéterminé, c'est-à-dire que tu peux choisir d'être bon ou mauvais. Et que la culture donc est un prolongement de la nature et non pas une déformation de la nature. Oui, en fait, c'est la thèse du livre, c'est que l'homme actuel est à la fois le résultat de la défaite de la culture et de la nature. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il s'est éloigné de sa biologie, donc c'est une défaite de la nature en lui, et c'est également une défaite de la culture, et les deux sont liés. J'explique en quoi ce lien est obligatoire. C'est aussi une défaite de la culture, parce que qu'est-ce qu'une culture? C'est une façon de dresser l'homme. Et l'homme est un objet, et c'est un animal indéterminé. Donc un animal, c'est-à-dire qu'il a une nature, mais il est indéterminé parce qu'il a besoin d'être dressé. Et c'est là où je mets les pieds dans le plat, et je fais preuve d'un peu de politiquement incorrect, on va dire. Enfin, il n'y a pas qu'à cet endroit dans le livre, vous l'aurez sans doute vu. Mais effectivement, je cesse de considérer que l'homme est un être autonome par nature et qui doit l'être, que le but même de l'existence, c'est la liberté. Non, je pense que l'homme est de toute manière dressé, que c'est une chose qui est modelée par la culture, et la question de la culture est nécessairement liée à un projet aristocratique, parce que si vous cessez d'avoir une culture exigeante qui tend vers un idéal, justement, eh ben, vous rabaissez nécessairement les hommes et vous en faites tendanciellement des sous-hommes. Alors, avant de vous donner la parole, François Bousquet, je voulais revenir justement parce que, évidemment, dire l'homme est un animal qui doit être dressé, vous savez que c'est politiquement incorrect, Julien de Rochdy, de dire ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas dire plutôt que l'homme est un animal qui doit être élevé, c'est-à-dire être un élève, c'est-à-dire justement être élevé par ses pairs, par ses anciens, plus que dressé, c'est-à-dire que dressé, il y a un manque de liberté. C'est la même chose, vous savez, chez les Grecs, dans l'Antiquité, qui ont produit quand même des types humains absolument supérieurs et magnifiques qu'on continue d'admirer. Le terme éducation, alors en grec, là je ne l'ai plus, mais c'est dans le livre, est littéralement très proche de dresser. Donc en fait, utiliser le mot dressage, effectivement, c'est un petit peu provocateur, mais je pourrais parler de domestication, comme le fait Sloterdijk. D'ailleurs, en allemand, la traduction de domestication, c'est dressage aussi. Donc, en fait, qui dit éducation, qui dit élévation, qui dit dressage, dit à peu près la même chose. Seulement, j'aime bien le dire avec des mots un peu forts. Voilà. Mais parce que c'est pour rappeler que l'homme a besoin, à tout prix, il en a besoin, mais parce que ça fait partie de son essence.
il a besoin de cette éducation élevée et supérieure qui justement le rehausse. Et je vous dis, c'est pour ça qu'on est dans un monde de sous-hommes et de plus en plus de sous-hommes et qui construit, qui fabrique, qui dresse justement de plus en plus de sous-hommes en quantité industrielle. Et cela va détruire notre civilisation parce qu'on a cessé de penser en termes de dressage, d'éducation, d'élevage même. Allons au bout. J'en parle clairement d'élevage de l'homme. Encore une fois, vers un idéal supérieur. Alors, François Bousquet. Oui, c'est un vocabulaire zoologique. Vous mettez les pieds dans le plat. Il faut les mettre aussi de temps en temps dans le plat et pas que de temps en temps. Là, on a évoqué la dégradation des processus culturels. Hein. Je reviens à la nature. Hein. Pour vous, ce processus d'artificialisation de nos vies est très, très, très ancien. Vous le faites remonter très, très haut. L'homme s'est coupé de son corps, de sa physiologie, de son environnement. Oui, c'est une histoire que j'essaye de raconter. Alors, une histoire brève, bien sûr, parce que sinon, elle pourrait courir sur 46 volumes. Mais j'essaye de montrer l'histoire de l'homme à travers le concept d'aliénation de sa biologie. Donc, effectivement, je pars de l'idée que notre génétique, et c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une vérité stricte, notre biologie pure, notre ADN, notre génétique a été créée en des temps préhistoriques, lors du Paléolithique. Donc en fait, l'optimum de l'environnement pour notre ADN, c'est un environnement paléolithique, donc celui des chasseurs-cueilleurs. Et d'ailleurs, ça se vérifie notamment dans les relations hommes-femmes. Si vous lisez mon livre L'amour et la guerre, je pars justement de cette idée que nous sommes, grâce à la psychologie évolutionniste, j'ai appris cela, nous sommes à ce point fabriqués par le Paléolithique que le Paléolithique continue à parler à travers nous dans nos relations amoureuses et sexuelles. Bon, donc notre génétique a été fabriquée dans cet univers-là, mais cette génétique a été tellement efficace qu'elle n'a cessé de transformer l'environnement, de sorte à ce que l'homme a dû déménager d'environnement en permanence et s'aliéner toujours plus par rapport à l'environnement pour lequel il était fait. Donc ça a pu produire, grâce aux compensations, ce que j'appelle les compensations civilisationnelles, ça a pu créer des choses magnifiques comme l'art. L'art est une compensation de la perte de la nature, typiquement. La religion est également une compensation de la perte de la nature. Plein de choses que nous avons fabriquées de très très belles sont en réalité des compensations, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde qui n'a quasiment plus de compensation de la perte de la nature, c'est-à-dire que nous avons la méga machine économique, mais nous n'avons plus la civilisation qui va avec. C'est-à-dire que nous n'avons plus l'art, nous n'avons plus l'éducation, nous n'avons plus la beauté, nous n'avons plus toutes ces compensations qui nous rappelaient, qui nous ramenaient à la nature. Donc là, nous sommes en aliénation totale, en aliénation intégrale, et je pense que cela peut amener à la fin de notre civilisation, voilà. Mais il y a une façon d'échapper à ce destin funeste, et j'en parle aussi, et donc voilà. François Bousquet. Oui, mais alors quelle est cette façon? Mettons les pieds dans le plat, puisque là on a fait le diagnostic, il est accablant. Donc quelle est l'alternative, hein? Quel est le plan B que vous présentez à vos lecteurs, hein, et à nos auditeurs? À force d'avoir mis les pieds dans le plat, je pense qu'il n'y a plus de soupe du tout là. Donc, je pense qu'il faut en conserver un petit peu dans le livre. Pardonnez-moi. Oui, de toute manière, je pense qu'en fait, la civilisation occidentale, la civilisation européenne, d'ailleurs, dans la civilisation occidentale, sa partie originelle, à savoir la partie européenne, doit entamer une métamorphose vers ce que j'appelle une biocivilisation, c'est-à-dire une civilisation qui prendrait beaucoup plus en compte les principes écologistes qui sont pour moi les enjeux de demain, c'est-à-dire la capacité de rendre le monde, la nature soutenable, si j'emploie un peu ce barbarisme, en tout cas durable, pour en employer un autre, créer un monde, créer les conditions à un monde qui lutte contre l'entropie, c'est-à-dire qui lutte contre le chaos et le désordre interne, les pollutions et les nuisances et tout ce qui peut être nocif dans notre monde actuel, pour permettre à une civilisation de continuer. Je vois l'écologie comme une rétroaction négative sur le système. Aujourd'hui, le système s'est emballé. Le système peut à la fois détruire l'homme et la nature, et en fait, les deux sont liés, je le montre bien dans le livre, puisque notre biologie est, on le sait en plus en physique quantique, est nécessairement liée à l'environnement. Nous sommes un. Il y a l'homme, il y a l'environnement. Nous sommes liés. Si l'un disparaît, si l'un est détruit, l'homme risque d'être lui aussi extrêmement dégradé et détruit. D'ailleurs, c'était une intuition d'Héraclite, déjà, lorsqu'il disait que la santé de l'homme se révélait par la santé de la nature et vice-versa. Donc,
Voilà, nous devons entrer dans un monde qui sera celui de la biosophie, comme dit Peter Sloterdijk, c'est-à-dire de l'amour du bio, l'amour de la nature, l'amour d'une reconnexion justement à l'élément, qui nous rappellera justement le monde premier duquel nous venons, à savoir la préhistoire, mais grâce à toutes les techniques, bien sûr, grâce au meilleur des technologies, une fois qu'on aura arraisonné le capitalisme, et donc qu'on lui aura redonné un surmoi, un idéal, une façon de se limiter, une façon de sélectionner ce qui est bon pour l'homme et la nature et rejeter ce qui est mauvais. Ce que nous ne faisons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prenons tout tel quel, du moment que ça sert les intérêts de la croissance, et donc du coup, nous créons un monde qui devient absolument invivable. Donc, c'est par l'écologie, mais une écologie de droite, si vous me permettez, c'est-à-dire une écologie qu'on aura récupérée aux gauchistes et aux éco-woke qui la dénaturent, c'est le cas de le dire totalement. C'est grâce à une écologie aristocratique, une écologie supérieure, que l'homme occidental et que l'homme européen parviendra à créer une nouvelle façon d'être au monde, comme on dit, mais il parviendra à métamorphoser sa civilisation, comme nous avons su le faire de nombreuses fois dans notre histoire. C'est absolument nécessaire, et si nous ne le faisons pas, je le répète, tout finira à Babel, et donc tout finira à la catastrophe. Oui, justement, et c'est ça d'ailleurs dans votre livre, Julien Rochdy, qui fait du bien aussi, c'est que vous n'êtes pas seulement dans une nostalgie du surhomme qui serait avant et qu'on n'ait que des sous-hommes maintenant. Je reviens vers vous juste après le bulletin d'actualité de Marie Falicon, il est 9h. Ligne droite. Vue de haut. Alors vous nous avez expliqué, Julien Rochdy, les surhommes et les sous-hommes. Alors tout à l'heure, on a fait passer une chanson des Goguettes, Je suis pas un surhomme, qui parle notamment de François Hollande, qui explique que François Hollande est quelqu'un de plutôt fade, plutôt normal. Et justement, est-ce que François Hollande est cet Homo Babelus, une référence évidemment biblique à la tour de Babel, qui est cet homme, qui est cet Homo Babelus? Pour François Hollande, je ne sais pas, il a fait preuve quand même de quelques qualités, sinon il n'aurait pas réussi à devenir président. Mais l'homo Babelus, c'est l'homme, c'est le surnuméraire qui compte pour rien. C'est la quantité négligeable. C'est l'homme qui a perdu, comme je vous le disais, tout sens, tout idéal. Qui se laisse aller, littéralement, vraiment, ce terme de laisser aller caractérise vraiment notre civilisation et notre anthropologie actuelle. Nous nous laissons aller. C'est bon, nous avons atteint un stade technique qui nous permet de vivre dans une surabondance absolue, et donc c'est comme si nous n'avions plus besoin de nous tenir. La tenue ne sert plus à rien. Il faut se laisser aller dans tout, dans le vocabulaire, dans la façon de s'habiller, dans la façon d'exister, dans la façon d'être au monde, dans la façon d'utiliser, d'employer la nature, dans la façon de penser à Dieu, de penser à la mort. Enfin bon, il y a ce grand laisser-aller généralisé. Et ce laisser-aller généralisé est celui de l'homme de Babel, c'est celui du sous-homme, c'est celui aussi, et là, si vous voulez qu'on entre vraiment dans le politiquement incorrect, c'est celui de l'homme qui est dégradé chimiquement, c'est-à-dire de l'homme qui, à cause de la pollution, c'est-à-dire à cause des conditions industrielles du monde dans lequel il vit, eh bien, a créé quand même pas mal d'éléments, tels les perturbateurs endocriniens, qui bousillent littéralement sa biologie, sa chimie interne. Et tout ce qui bousille la chimie interne bousille également les esprits. Et l'une des explications, alors c'est l'une des explications, bien sûr, c'est pas la seule, mais l'une des explications du wokisme et de la dégénérescence mentale, psychologique, idéologique terrible à laquelle on assiste aujourd'hui, l'une de ces explications, ce serait, et j'en parle dans le bouquin, une certaine dégénérescence de l'ordre, oui, de la biologie, si ce n'est pire, même de la génétique. Parce que, bon, j'entrerai pas dans les détails, mais il y a des choses qui sont... il y a des études qui ont été faites sur le sujet, sur le digénisme, qui sont très inquiétantes. Alors, digénisme, expliqué, c'est le contraire de l'eugénisme, c'est dire qu'il y a une sélection naturelle, notamment pour les personnes les plus faibles. Oui, pas les plus faibles, les plus nocives pour la société. François Bousquet. Oui, mais il y a cet Homo Babelus, qui là on retombe sur le constat, le diagnostic, mais vis-à-vis de Babelus, vous opposez Homo
Édenus. Hein. Donc on reste dans un univers sémantique biblique, l'homme de l'Éden. Hein. C'est l'alternative que vous proposez à travers la biocivilisation. Et biocivilisation peut être rappelé que le bios, chez les Grecs, c'est le vivant. Donc on a affaire à une politique du vivant. On pourrait imaginer que la politique qui nous gère et qui nous régit aujourd'hui, c'est une politique de la mort, une politique de la nécrose. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes même d'ailleurs nécrophages d'une certaine façon, parce que toute une société basée sur le pétrole, par exemple, qui est notre civilisation thermo-industrielle, ben, c'est une société qui consomme en permanence des squelettes morts d'il y a plusieurs millions d'années. Donc en fait, nous sommes littéralement une société nécrophage, et nous vivons dans la mort. Nous utilisons la mort pour une exploitation. Enfin, nous exploitons la mort pour un développement inédit du présent, mais un présent qui court un petit peu sans direction. Nous vivons un peu dans une société qui ressemble à un canard sans tête. Hein, donc c'est ça d'ailleurs ce que je reproche à la machine économique, à ce que j'appelle la méga machine avec Lewis Mumford. Donc oui, alors Homo Edenus, c'est une façon, c'est l'homme de l'Éden, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui tout le pouvoir, toute la capacité, toute la technologie même, parce qu'il ne faut pas la rejeter. Nous avons aujourd'hui toute la puissance pour créer les conditions d'un monde, je disais pas parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais d'un monde qui pourrait être bien meilleur pour être prudent, bien meilleur que celui dans lequel nous sommes et que nous sommes en train de fabriquer si nous continuons à laisser faire et à nous laisser aller. Donc nous pouvons créer presque un paradis. Alors, c'est blasphémé de dire que le paradis est possible sur Terre, mais les catholiques seront d'accord avec moi. Pour notamment, on l'a vu avec la dernière encyclique, l'une des dernières encycliques du pape Laudato Si, pour penser l'idée que l'homme est le maître de la création, certes, mais il en est aussi le gardien. Et donc aujourd'hui, co-gestionnaire du monde avec Dieu. Oui. Voilà, nous ne sommes plus les gardiens de la création, nous en sommes ses tortionnaires aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que vous dites qu'il faut également, alors on était dans l'univers biblique, hein, mais on peut également emprunter des concepts à l'univers des Grecs, hein, en particulier l'univers des titans, le titanisme. Le titanisme, ce sont des forces qui se sont déchaînées, qui saccagent la Terre, et que les dieux, Zeus en l'occurrence, permet de restaurer un ordre cosmique. Hein. Nous, notre modèle, c'est Prométhée. Nous, occidentaux, c'est Prométhée. Nous, on n'a même pas volé le feu au ciel. On l'a volé, vous l'avez dit, avec le pétrole, dans les souterrains. Mais vous nous invitez à changer précisément de modèle titanesque, à oublier Prométhée pour nous tourner vers d'autres figures, entre autres un de ses frères, hein, Atlas en l'occurrence. Hein. Oui, alors effectivement, en fait, nous avons quitté l'âge des dieux depuis les Lumières. En gros, nous vivions dans l'âge des dieux et nous sommes entrés dans l'ère des titans. L'homme est devenu un titan. D'ailleurs, c'est un livre de Junger aussi, d'Ernst Junger, qui dit que nous sommes en train de devenir des titans. Donc, si nous devons devenir des titans, si nous sommes devenus des titans, nous devons choisir lequel. Et pour le coup, il y a 4 frères, 4 grands titans. Donc, il y a Prométhée et ses 3 frères. Et c'est intéressant de réfléchir à la figure de ces titans. Et effectivement, on a cru l'homme être prométhéen, et effectivement, l'homme a commencé par Prométhée, à savoir que l'homme a pu créer toutes les conditions qui ont transformé son environnement grâce à la technique qui est dont le feu est la métaphore, hein, et dont le feu est à l'origine, c'est-à-dire ce que Prométhée va voler aux dieux et offrir aux hommes par miséricorde et par pitié, parce que Prométhée a pitié de l'homme, donc il vole le feu aux dieux pour leur offrir. Mais le problème, c'est que entre-temps, l'homme s'est transformé en incendiaire, c'est-à-dire qu'il a fait du feu, non pas quelque chose seulement d'utile pour le réchauffer, mais il a littéralement brûlé le monde. Et aujourd'hui, avec le pétrole et avec le réchauffement climatique, nous sommes transformés grâce au feu en incendiaire. Et là, c'est un mot, je le répète, de Peter Sloterdijk. L'homme est devenu incendiaire, donc Prométhée regrette a priori le don qu'il aurait fait aux hommes. Et donc, il nous reste des figures de titans que nous devons choisir. Et moi, je propose celle d'Atlas, qui est celui qui soutient le monde. C'est celui qui est celui de la puissance. C'est le gardien du jardin des Hespérides. D'ailleurs, les Hespérides, ça veut dire l'Occident. Donc l'Occident, l'Europe doit devenir un jardin, et Atlas, l'homme le plus puissant, c'est pour ça que pour moi l'homme européen doit retrouver aussi un projet de puissance. L'homme doit redevenir puissant, mais mettre sa puissance à
mettre sa puissance au service de l'environnement, au service de la planète, au service de son jardin. Donc pour moi, nous ne pouvons plus être Prométhée, mais nous devons devenir Atlas, l'homme puissant, le titan puissant qui soutient la Terre. Alors, et qui garde le jardin de l'Occident. Si je puis me permettre, donc justement, donc Nietzsche, donc vous êtes nietzschéen, donc la force est une finalité. Pour le catholique, la force n'est pas une finalité, c'est un moyen à l'amour. Et justement, est-ce que la finalité de ce surhomme, justement, c'est d'être véritablement capable d'aimer pleinement, plus que justement seulement d'être fort par rapport aux autres, par rapport aux sous-hommes? Alors non, pour Nietzsche, la force n'est pas une finalité. Il parle de l'intérêt de la force, de l'intérêt de la puissance, bien sûr, mais il reste relativement flou sur l'utilisation de cette force. Le fait d'avoir un instinct vital nous amène à avoir une volonté de puissance et nous amène à vouloir acquérir de la force, certes. Mais c'est vrai que Nietzsche reste flou. Il nous laisse dans l'indétermination pour ce qui est de ce que l'on doit faire de cette force. Et l'amour est effectivement une réponse à cette question de l'utilisation de la force. L'amour de notre biologie, l'amour de Dieu, l'amour de l'univers, l'amour du cosmos, l'amour de la nature. Et c'est pour ça qu'on en revient aux Grecs, parce que il y avait très clairement dans la philosophie grecque, qui est diverse, bien sûr, parce qu'ils ont un peu tout pensé avant tout le monde, mais il y avait ça dans l'esprit grec, dans l'esprit des Hellènes, le fait de rechercher l'harmonie. Voilà. Et je pense que cet amour peut se traduire aujourd'hui par ce terme d'harmonie, et la recherche d'une certaine harmonie avec notre environnement, non pas pour rester bloqué et pour cesser de se développer, mais même pour continuer à se développer. Parce que je le répète, si nous continuons de courir comme un canard sans tête, nous allons droit vers l'effondrement. Les civilisations se sont effondrées pour à peu près les mêmes raisons qui sont face à nous aujourd'hui. J'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez lire l'effondrement des sociétés complexes de Tenter, vous pouvez lire mon livre, bien sûr, parce que je rappelle toutes ces causes. Donc là, nous allons vers un péril qui est immense. Et si nous voulons faire, pour la première fois de l'histoire, quelque chose d'exceptionnel, que l'on pourra peut-être faire aussi grâce à la technologie, si nous voulons éviter cet effondrement inéluctable, eh bien, nous devons nous devons passer par le truchement d'un certain rapport au cosmos qui s'appelle l'harmonie, qui sera in fine un retour à la philosophie des anciens. François Bousquet. Oui, le bel ordre du monde. Est-ce que c'est cela que vous l'avez évoqué tout à l'heure, que vous appelez une écologie de droite, puisque l'écologie a été monopolisée par le gauchisme, l'écologie politique en l'occurrence, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est ça qui pourrait constituer le noyau dur d'une pensée écologique authentique de droite? Oui, bien sûr. L'écologie, pour résumer simplement, l'écologie de gauche est contre notre civilisation, et elle est contre la civilisation, et elle est contre notre civilisation en particulier. Donc l'écologie de gauche se construit par ressentiment, comme la plupart des pensées de gauche, se construit par ressentiment à l'égard de notre civilisation. Pour moi, l'écologie de droite, c'est au contraire une écologie c'est une écologie qui va chercher à corriger notre civilisation, à l'amender, à agir, comme je disais, comme une rétroaction négative pour permettre à notre civilisation de se dépasser, de se surpasser et donc de continuer. Donc le rapport à notre civilisation, le rapport à l'Europe, le rapport à l'Occident, le rapport à l'homme est tout à fait différent dans une écologie de droite que dans une écologie de gauche qui se paye en plus le luxe de nier la nature, qui est la biologie qui existe dans les êtres humains, tout en souhaitant protéger et sauver la nature qui existe en dehors des êtres humains, à l'extérieur de l'homme. Donc c'est pour ça que les éco-woke sont des caricatures. Je me demande même parfois si les écolos de gauche, les éco-woke d'Émeric Caron à Sandrine Rousseau, ne sont pas payés par les lobbies du pétrole et des grosses sociétés d'énergie fossile pour rendre l'écologie à ce point caricatural qu'ensuite les braves gens, les gens du quotidien, les gens de droite, eh bien finissent par faire une équation entre ces stupidités et l'écologie, et donc finir par détester l'écologie. Je ne suis pas complotiste, mais parfois je me pose des questions, franchement. Et en plus, d'ailleurs, c'est déjà arrivé. On a vu notamment en Allemagne que les Verts étaient financés par Gazprom. Donc en plus, c'est un scandale qui avait déjà été éventé. Et parfois, je vous dis, alors là, je pousse un peu le trait, mais je me dis ça. Je me dis que si on voulait
discréditer, décrédibiliser l'écologie, il faudrait plus de Sandrine Rousseau, il faudrait plus d'écologistes qui emmerdent les braves gens en allant s'asseoir sur les routes pour les empêcher de rouler alors qu'ils quittent leur travail pour rentrer chez eux, des écolos qui font de l'activisme parfois complètement stupide, notamment quand ils vont détruire les œuvres d'art dans les musées. Ah bon, moi je me dis que si j'étais le patron de Total ou le patron de Shell ou le patron de je ne sais quelle grosse entreprise d'énergie fossile, ben je financerais ces types-là parce que ces mecs-là décrédibilisent l'écologie et finalement nous amènent à un état totalement absurde et pour moi absolument terrible, qui est que la droite, qui est consubstantiellement liée à l'écologie, puisque c'est une idée de conservation et de vivre en harmonie avec le cosmos, finit par détester l'écologie à cause de tous ces débiles. Oui. Donc, Pas voilà. un réflexe pavlovien, oui, classique parfois de la droite. Merci Julien Rougier. Alors, évidemment, on peut pas aborder tous les thèmes de votre livre. On a dit qu'il mettait les pieds dans le plat. Je crois qu'on a utilisé 3-4 fois l'expression, mais c'est vraiment ça. Ce livre politiquement incorrect, Surhomme et Sous-Homme, aux éditions Eteri. Hein, voilà, on n'a pas pu parler de tout. Alors moi, je suis quand même sur le dressage. Hein, voilà, je vous rappelle Nietzsche quand même. L'homme est un animal capable de faire des promesses. Est-ce qu'un cochon peut faire des promesses? Est-ce qu'une vache peut faire des promesses si elle est élevée? Voilà. Je pense qu'il y a une éducation, mais on pourra en reparler. Et je vous promets, en Nietzschéen catholique quand même. Justement, ce livre est une promesse. Et l'homme ne fait plus de promesses. Nous devons en refaire. On doit refaire des promesses. Merci à vous et puis merci aussi à vous François Bousquet. Je rappelle, vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Éléments. À mercredi prochain.